Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire que nous organisons aujourd'hui et qui va parler d'étapes de production forestière dans le cadre du label bas carbone. Et j'insiste puisque c'est bien sur ce sujet précis que nous allons discuter aujourd'hui. Et pour animer ce webinaire, donc je suis Stéphane Mongermont et je suis ingénieur à l'Institut de développement forestier au sein du Centre national de la propriété forestière. Et donc, j'ai été chargé de mission sur ce sujet. Je suis accompagné pour la co-animation de Simon Martel, qui est notre ingénieur expert en carbone au sein de l'IDF également, et Olivier Glaise, qui est le coordinateur national des projets label bas carbone forestier au sein de C+Fort. J'ai une question. Madeleine est en train de se connecter. Problème de collection de compte également. Très bien. Donc, Simon, si tu veux bien te présenter en une minute. Puis Olivier aussi, si tu veux bien, par la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Simon Martel, donc ingénieur forestier à l'Institut pour le développement forestier, qui est le service de recherche et développement du Centre national de la propriété forestière. Et donc, moi, je suis spécialisé des questions R&D sur la forêt et le carbone au CNPF IDF, encore pour quelques jours, puisque je change prochainement de poste. Très bien, merci Simon. Olivier, si tu veux bien. Bonjour à tous, Olivier Glaise, ingénieur forestier. Donc, je travaille dans le service C+Fort du CNPF. Et donc, j'ai rédigé les méthodes forestières. Très bien. Et alors, pour compléter, on a le soutien sur ces travaux de l'ADEME, puisque ces travaux s'insèrent dans un projet plus vaste qui s'appelle BioSylve et qui était coordonné par Denis Lousteau, l'INRAE, et qui était financé par l'ADEME. Et puis, le ministère de la Transition écologique et énergétique qui nous accompagne aussi, qui a été à l'origine et qui nous a fourni des données de départ pour pouvoir cibler les essences sur lesquelles nous allons travailler. Bien. Eh bien, écoutez, je ne peux pas avancer. Alors, je vais arrêter ce partage, je suis désolé. Je vais faire un nouveau partage. Je vais le faire comme ceci. C'est bon, ça fonctionne, Stéphane. Par contre, on ne t'entend plus. Je remets le son. Pardon, l'aspect dynamique ne fonctionnait pas. Donc, il ne fonctionne pas à nouveau. Je suis désolé. Ah, ça y est. Ah, pardon. J'ai un retard, en fait, dans le lancement. Pardon. Donc, le déroulé général du webinaire va se passer de la manière suivante. On va dérouler dans une première partie qui va durer environ 40 minutes. On va vous présenter les travaux que nous avons réalisés. Et donc, Simon et moi-même allons co-animer cette partie. Et vous, en tant que participant, vous allez pouvoir, au fil de l'eau, poser des questions qu'Olivier va regarder dans le chat. Et il va jouer le rôle de modérateur et il va en faire la synthèse à la fin, pour que dans la deuxième partie, qui sera là plus une partie de questions-réponses en direct à vos questions, on puisse avoir ce moment d'échange. Donc, voilà, vraiment deux parties distinctes. Et bien entendu, on est conscient qu'on ne pourra certainement pas répondre à l'intégralité de vos questions sur cette deuxième partie, mais vous verrez qu'il y a des supports complémentaires qui sont prévus pour enrichir et pour vous donner l'intégralité des informations de ces travaux. Et vous aurez ça dans un second temps. Donc, pour compléter la partie, excuse-moi, pour compléter oui. La partie pratico-pratique d'organisation, posez bien vos questions dans le chat oui. Pour qu'on les prenne en fin de session. Tout à fait. Donc, on a prévu deux
et Maguelone qui est présente, donc je le vois à l'instant, c'est parfait. On a prévu 2 mots d'introduction de la part de Maguelone Joubin du ministère de la Transition énergétique et de la part de Roland Delary, qui est notre directeur général du Centre national de la propriété forestière. Donc, ensuite, je vais vous préciser le sujet. On va parler des objectifs que nous avons à l'origine du projet. On va vous expliciter la méthode que l'on a choisi de mettre en œuvre pour obtenir des résultats que j'illustrerai à travers 3 exemples. Et puis, on vous parlera de la suite de ces travaux et puis des perspectives. Donc, Roland, je vais vous donner la parole. Donc, Roland Delary. Donc, Roland, normalement, vous devriez avoir la parole, si vous voulez bien faire ce message de bienvenue. Si l'on m'entend bien, donc Roland Delary, directeur général. Donc, merci d'abord à mes collègues pour avoir eu l'idée de présenter ce webinaire. Merci bien sûr au ministère de la Transition écologique et merci à l'ADEME donc de nous soutenir pour l'ADEME et puis d'être à l'origine bien sûr du label bas carbone pour le ministère. Ce label bas carbone qui est souvent caractérisé dans la littérature comme étant certainement le système le plus robuste pour donc assurer une contribution finalement à la diminution des effets du changement climatique. On est bien dans cette dimension-là. Et lorsque l'on regarde le fonctionnement du label, eh bien, on se rend compte que les étapes de production sont un moment clé dans l'instruction d'un dossier, puisqu'il s'agit effectivement d'anticiper la croissance de nos peuplements, la croissance de chacune de ces espèces. Et donc, le travail qui est fait à travers Biosylve et à travers l'Institut pour le développement forestier et donc le CNPF est extrêmement important. On est là tous pour se concerter, pour travailler sur ces sujets. La sylviculture, la foresterie n'est pas une science exacte et donc on a besoin d'avancer dans ce sens pour justement continuer tous de contribuer à réduire les effets de ces changements climatiques qui maintenant sont indéniables. Donc voilà, merci à tous. Je ne serai pas plus long parce que l'essentiel est dans la technique. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup, Roland. Je vais donner la parole à Maguelone. Stéphane, peut-être juste un point avant que Maguelone intervienne. Apparemment, l'option discussion dans le chat est désactivée. Donc, est-ce que tu peux regarder ou je vais regarder de mon côté pour l'activer pendant que Maguelone intervient? Tout était activé, donc si ça n'est pas activé, je ne sais pas comment je vais pouvoir modifier ça. J'ai hôte et panéliste, alors je vais mettre tout le monde. Est-ce que ça va mieux fonctionner? Si vous voulez bien essayer. Alors, j'ai pas l'impression que, en effet, on puisse cliquer enfin, on peut cliquer, mais on peut pas forcément écrire quelque chose en discussion. Ah. J'ai le même problème. Moi, ça s'affiche discussion désactivée de mon côté. Oui, c'est le retour que j'ai d'un des participants. Merci Kevin Brice de m'avoir fait ce retour. Les questions et réponses fonctionnent visiblement. Ce bouton-là fonctionne. Bon, c'est pas les mêmes, mais à minima, il y a un moyen quand même de communiquer. Ok, oui. Désolé de ce détail technique. Je pensais avoir fait les choses correctement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est dans le chat de poser des questions. Du coup, Stéphane, dans l'option questions et réponses, puisque nous, on les voit bien, hein, les questions posées dans la session, la question et réponse, et donc on pourra, Olivier pourra les trier et y répondre. Très bien. Bon. Et si on arrive d'ici là à activer le chat, on le fera. Voilà. Oui, ouais. Bon. Donc, Maguelone, je vois que vous êtes connecté et que vous avez le son. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse faire votre mot de soutien. Super, merci Stéphane. Donc, bonjour à tous, Maguelone Joubin, au Bureau des politiques climat et atténuation au sein du ministère de la Transition énergétique, à la DGEC, qui est la direction générale qui porte le label bas carbone, bien sûr en collaboration avec
d'autres ministères comme le ministère de l'Agriculture et puis des établissements techniques comme l'ADEME qui a été cité tout à l'heure. Mais voilà, ce que je voulais juste dire en introduction, et moi non plus je serai, j'espère, pas trop longue, féliciter le développement du label bas carbone. À ce jour, on a 460 projets forestiers qui ont pu être labellisés. Donc maintenant, 5 ans, un petit 5 ans d'existence, c'est quand même un bon résultat collectif. Donc ça, c'est une première chose à valoriser. On a eu au départ 3 méthodes forestières initiales qui ont été approuvées, la méthode balivage, la méthode boisement et la méthode reconstitution de peuplement dégradé. Aujourd'hui, ces méthodes sont en cours de révision parce qu'on est toujours dans une approche d'amélioration continue quand on perçoit qu'il y a des choses à améliorer sur des méthodes, les faire évoluer pour tenir compte aussi des données les plus appropriées qu'on pourrait avoir au fur et à mesure. Mais au-delà de ces 3 méthodes initiales, on a aussi d'autres méthodes forestières qui sont en cours de développement et qui vont permettre, lorsqu'elles seront complètement rédigées et qu'elles seront le cas échéant approuvées, permettre de pouvoir valoriser d'autres projets avec d'autres itinéraires sylvicoles que les 3 itinéraires qui sont pour le moment valorisables avec le label, notamment des itinéraires d'allongement de cycle de vie, d'irrégularisation de peuplement, la valorisation aussi de plantation d'arbres dans des milieux autres que forestiers, comme les milieux urbains. Voilà, donc le label est en continuelle évolution. Donc, on verra dans les mois à venir et puis plus largement dans les années à venir, j'espère, un très, très fort développement des projets forestiers. Pour revenir une minute sur les travaux qui vont vous être présentés, alors c'est évidemment des travaux qui ont une grande importance pour la DGEC, pour l'équipe du label, des travaux auxquels on a été associés parce qu'on fait partie du comité de pilotage de ce projet BioSylve depuis le début. Donc évidemment, on est en soutien et il y a eu un intérêt tout particulièrement pour le label qui a été vu dès le démarrage. Nous, on voit dans les résultats qui vont vous être présentés aujourd'hui une importance pour assurer toujours plus la robustesse du dispositif qu'est le label bas carbone. Pour répéter ce que Laurent Larry vient de dire, le label, en tout cas, la robustesse du label bas carbone vient en partie de la robustesse des calculs qui peuvent être réalisés, de calculs d'estimation des réductions d'émissions générées par les projets. Et donc, en forêt, les calculs de réduction d'émissions, en grande partie de stockage de carbone, est permise avec l'utilisation de ces outils que sont les tables de production. Alors, on voit aujourd'hui, j'anticipe pas trop ce qui sera dit, mais une hétérogénéité de ces tables, autant géographique qu'en termes d'années de réalisation, et donc avec des données qui sont parfois plus ou moins pertinentes en fonction des projets. Et donc, il est très, très important que collectivement, on puisse se saisir des résultats qui vont être présentés pour qu'ensuite, chaque porteur de projet ou chaque mandataire, lorsqu'il développe un projet, ait vraiment à cœur, et ça, la DGEC met un point d'orgue à ce que vraiment il y a une responsabilité collective et puis individuelle de tous les porteurs de projets des mandataires d'utiliser les tables de production qui ressortent comme étant celles les plus appropriées pour l'essence aux questions en fonction évidemment de la localisation du projet, etc. Donc voilà, on vous invite à bien écouter tout ce webinaire et à vous saisir plus de tous les résultats qui seront présentés pour assurer ensuite collectivement la robustesse du dispositif en assurant un calcul le plus précis et le plus pertinent possible dans l'ensemble des projets que vous pourrez mener. Voilà, bon webinaire à tous et je vous relaisse la main côté CNPF. Merci beaucoup Maglone, et on sent l'expérience sur le sujet du label bas carbone, on sent que vous avez mis les mains dans le cambouis. Donc merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, pour vous situer le contexte, très rapidement, le label bas carbone a été lancé en avril 2019 et effectivement, on connaît une accélération des projets qui sont labellisés, qui est due à plusieurs choses. Il y a un engouement, des méthodes qui ont été validées et puis un nombre de porteurs de projets, là aussi de plus en plus important. Hein, donc, on sent que le sujet est animé.
mais avec des expertises qui sont assez diverses. Et les données de croissance qui peuvent être utilisées au sein du label bas carbone pour estimer les réductions d'émissions anticipées, elles reposent aujourd'hui essentiellement sur l'étape de production pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore ce qu'il y a de plus robuste, même si la robustesse est hétérogène, mais c'est ce qu'il y a de plus robuste. Donc, il n'y a pas de règle aujourd'hui d'utilisation de ces tables. Il n'y a pas de préconisation quant à une précaution de l'emploi. Ça repose encore sur l'expertise des porteurs de projets. Et deuxième sujet qui est important, et comme l'a très bien souligné Maglone tout à l'heure, il y a une très forte hétérogénéité dans les tables de production, dans les années auxquelles elles ont été construites, conçues. Il y a une hétérogénéité aussi dans les modes opératoires. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on constate, compte tenu de tous ces facteurs-là, qu'il y a un besoin de repères pratiques pour améliorer l'usage des tables de production. Le sujet traité, je vais aller très très vite parce que a priori vous êtes toutes et tous des gens qui avaient, si vous avez été porteur de projet ou instructeur, etc., vous avez été confronté au sujet, vous savez ce qu'est une table de production. Et donc c'est bien les tables de production dont on va parler aujourd'hui. Elles ont des rôles principaux qui est classé par classe de fertilité, qui permet aussi en matière d'aménagement, de prévoir des productions, des volumes, et puis ça sert de guide sylviculture. Dans le cadre du label bas carbone, elle nous donne ces classes de fertilité qui sont des repères importants pour situer ce que l'on va faire dans le projet, et elle donne des accroissements moyens, ce qui là aussi va être très important pour pouvoir entrer les données dans le calculateur. Alors, les objectifs initiaux de nos travaux dans le cadre du projet Biosylve mené avec Simon et Olivier répondaient à plusieurs choses. Il y avait une certaine vision d'avoir des impacts qui soient transversaux. L'idée, c'est qu'il y ait un certain mouvement collectif. On a souhaité aussi que cette mission et ces missions apportent des choses concrètes, que ça soit quelque chose qui soit pratique à utiliser et que chacun puisse se l'approprier, même avec des niveaux d'expertise qui peuvent être divers. Et en termes de valeur, on était très attaché au fait qu'on appuie davantage sur de la coopération et de l'adaptation. Donc, il y avait deux échelles qu'on souhaitait en termes de vision. Une échelle individuelle. Donc, bien entendu que ces travaux-là vont pouvoir individuellement, porteurs de projets, instructeurs de réal, etc., tous ceux qui s'intéressent au label bas carbone vont pouvoir individuellement se l'approprier et on espère améliorer les choses. Mais collectivement, le fait que si tout le monde s'approprie de manière plus robuste, manipule mieux l'étape de production dans le cadre de ces projets, aussi, on estime que ça va permettre d'asseoir la qualité perçue du label bas carbone. Donc, ce que individuellement chacun va être capable de mettre en œuvre, et il va y avoir forcément un effet collectif, donc un passage à une échelle supplémentaire. Donc, on avait trois objectifs principaux. C'était améliorer, c'était faciliter et c'était actualiser, lorsque c'était possible, les données. Donc, s'appuyer sur des données qui soient actuelles, plus récentes, parce que certaines tables de production, certaines remontent avant les années 60, ou beaucoup sont des années 60-70, parce que la recherche à cette époque-là était assez focalisée sur ces sujets-là en sylviculture. Puis ça a été petit à petit abandonné au profit de la modélisation notamment. Et donc, du coup, on a essayé de travailler avec des données actuelles. Trois grands principes d'action qui ont vraiment été à la manœuvre, c'est la transparence, et vous verrez comment on l'a activé. Le fait que ce soit vraiment dans le partage et la coopération. Et le webinaire en est aussi un des outils. Et puis, qu'on soit aussi dans l'adaptation, la remise en question. Les étapes de travail qui ont gouverné ces 5-6 mois de travaux. Donc, on a commencé par sélectionner des essences cibles et pour ça, le ministère a été très réactif.
et nous a communiqué de manière anonymisée l'ensemble des projets réalisés avec les essences qui y figuraient, de manière anonymisée. Sur les 120 derniers projets, on s'est focalisé sur le boisement qui aujourd'hui regroupe la très grande majorité des projets. Donc, pour nous permettre de cibler les choses, de ne pas partir en observation, en exploration sur l'ensemble des essences, ça aurait été du temps perdu. Donc, on a ciblé les essences. On a fait un travail de recherche de modèles de croissance, des tables, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qu'on avait à disposition. Et puis un travail de synthèse bibliographique par essence. On a construit des indicateurs pour caractériser les tables, des indicateurs de conception. Et là, vous verrez qu'on est dans les métadonnées. Et on a eu un travail au fil de l'eau d'analyse critique des résultats, de confrontation de ces résultats avec quelques intermédiaires et utilisateurs, quelques porteurs de projets. Et puis aussi, on a confronté des résultats avec le MTE. Et on a eu donc un effet, un apport très important de comparaison avec d'autres sources de données que l'étape de production, puisqu'on se rend compte qu'il y a de l'hétérogénéité, qu'il y a de l'actualisation à faire. Donc là, on est allé du côté de l'IGN, de l'IFN, et puis aussi, on a confronté ça, les résultats, avec des observations d'experts. Donc, je vous ai parlé de transparence, d'ouverture, de coopération. Donc, on a convoqué un comité technique et on s'est réunis 3 fois en l'espace de 5 mois. Donc, la mission était d'avoir une vision globale sur le sujet. Chacun dans leur domaine de compétences, dans leurs différents travaux, pouvait apporter de l'expérience, du retour pratique et puis aussi des idées. Donc, ce regard critique a été très profitable et puis ça nous a permis d'aligner aussi parfois par rapport à la méthodologie au début, de recadrer la méthode au fur et à mesure par incrémentation. Donc, vous voyez, on avait un panel assez représentatif. Au sein de l'IDF, on avait notre directeur adjoint qui est Thomas Feiss, bien entendu Simon et Olivier et moi-même, et puis Fabienne Venès qui a été très importante parce que c'est une ancienne de l'IGN, donc elle manipule très bien les extractions de données sur les bases de données IGN, qui est directeur adjoint au CRPS de Nouvelle-Aquitaine, qui a été d'une très grande aide. Le MTE, bien sûr, a participé, notamment avec Charles Tissot et Charles Chevalier, qui nous ont accompagnés sur les comités techniques. Christine Deleuze, et Salomé Fournier et Lucie Gagnoura, qui nous ont rejoints sur le dernier COTEC. Donc, Christine et Salomé qui ont été très actives, très critiques. C'était vraiment très agréable. Donc de l'ONF, et qui toutes les deux sont sur les stratégies carbone. Salomé ayant sorti un data paper en décembre 2022 sur 12 essences, qui est très complet, très riche, très robuste, et qui fera foi notamment sur l'évolution sur la V3 des méthodes. Philippe Riunivers, qui était en premier, pardon, mais je l'ai presque oublié, pardon Philippe, donc ingénieur forestier CNPF IDF, une expertise très, très importante, notamment sur les résineux. Donc là aussi, ses avis étaient très, très utiles. Olivier Picard, qui est le directeur du CRPF Occitanie, surtout de C++, donc qui avait un œil aussi sur ces sujets-là. Et puis, je crois que je n'oublie personne, si Alain Berthelot, du FCBA, qui lui aussi travaille sur des réseaux d'expérimentation et qui a pu challenger les résultats, critiquer, et apporter parfois des éléments de compréhension sur nos résultats. Alors, la méthode, et on va vous la présenter un peu plus dans le détail. Donc, on avait l'objectif que ça serve vraiment de support à l'analyse, que ce soit un vrai outil de support, et que ça permette vraiment d'actualiser les choses avec une comparaison par rapport à des données récentes. Et l'idée que ça soit le plus fluide possible, que ça permette vraiment de faire des choix dans les classes de fertilité, quand c'était possible dans des aires de validité, ou de faire des extrapolations avec des équivalences sur d'autres essences. Et on a travaillé sur 2 grands types d'approches. Une première approche qualitative, donc une première lecture à travers les métadonnées, donc avec des indicateurs clés qui se veut grande maille et qui permet déjà d'avoir une première entrée dans une table en la comparant par rapport à d'autres lorsqu'on traite une essence. Et puis là, une deuxième approche quantitative qui, elle, va être davantage qui va s'alimenter avec les bases de l'IFN et d'IGN. Et donc là, on a comparé des accroissements sortis des tables par rapport aux accroissements actualisés et reconstitués de la base OCRE d'IGN. Et on a superposé aussi dans un second temps, vous le verrez tout à l'heure de manière illustrée, des courbes hauteur dominante âge
issu des tables existantes qu'on a sélectionnées, et on l'a superposé avec un nuage de points des couples hauteur-âge par essence, là aussi avec une extraction de base de données brute IGN, pour aider à préciser le choix d'une classe de fertilité. Simon, je te laisse la parole pour aller un peu plus dans le détail sur ces aspects d'approche quantitative, d'analyse quantitative. Oui, merci Stéphane. Donc, on a utilisé les données IGN qui ont plusieurs avantages. Les données IGN, elles ont l'avantage d'être représentatives des forêts françaises actuelles et de toutes les forêts, que ce soit les forêts publiques, les forêts privées. Elles ont l'avantage d'être des données relativement récentes. Les données IGN, c'est des grandes quantités de données, donc ça permet d'avoir un aperçu de quelque chose de représentatif, et puis elles sont libres d'accès. Donc on a voulu en fait objectiver un peu les tables par rapport à ce qu'on peut observer, enfin ce que l'IGN observe actuellement dans les forêts françaises. On a utilisé 2 sources de données à l'IGN, et donc ici je vous présente la première source de données qui vient plutôt de l'approche des données flux côté IGN, et c'est l'utilisation des données de production. Donc, ce qu'on a fait, et on le répète, mais avec l'appui déterminant de Fabienne Benest, on a pu traiter ces données. On a utilisé les données de production moyenne annuelle sur les 5 derniers CERN, des données 2017 à 2021. Et donc, comme c'est des mesures sur les 5 derniers CERN, la mesure en 2017 des 5 derniers CERN, c'est de la croissance qui remonte dans le temps jusqu'à 2013. Donc au final, on a des données 2013-2021. Simplifié, on peut dire des 10 dernières années de production. Et on divise ça par des surfaces pour obtenir des accroissements moyens à l'hectare mesurés par l'IGN et par essence. On vous montrera tout à l'heure ce que ça peut donner comme résultat. Et puis, tu peux passer, Stéphane. L'autre source de données qu'on a utilisée, c'est les données brutes des placettes et les données individuelles à l'échelle de l'arbre. Alors, je vais passer rapidement sur le traitement qu'on a effectué. Ici, l'idée, c'était de regarder des couples hauteur dominante âge, puisque vous le savez, c'est les couples hauteur dominante âge qui déterminent les classes de fertilité des tables de production. Donc, on a comparé les classes de fertilité à ces couples H0H. On détaille ici un peu la méthode qu'on a utilisée, puisque l'IGN ne mesure pas directement les hauteurs dominantes, par exemple. Les âges ne sont mesurés que sur 2 arbres par placette. Donc, on a appliqué un certain nombre de filtres pour ne garder que des données robustes sur cette indication H0H. Mais on obtient quand même de l'ordre de 55 000 couples H0H pour toutes les essences sur des données qui là concernent les 5 dernières années. Et donc, c'est ce qui nous a permis, quelque part, d'objectiver la projection des classes de fertilité par rapport à ces données IGN. Très bien. Merci Simon pour ces précisions sur la méthode employée sur l'analyse quantitative. Donc là, je vous fais un aperçu des indicateurs clés que nous avons choisis au sein du comité technique. Donc là, on voit bien que ce sont les métadonnées. Donc c'est un travail de lecture de l'ensemble des tables de production forestière. Et ils ont été classés par ordre d'importance pour déterminer la qualité, la robustesse. Alors, c'est une part un peu subjective, bien entendu. Mais voilà, on se dit que ces indicateurs-là donnent et regroupés ensemble, donnent une idée de la robustesse des tables telles qu'elles ont été conçues à l'origine. Donc, vous avez la région climatique de référence, les dates données de référence, les couples hauteur-âge et à accroissement pour nous permettre de comparer avec l'IGN, notamment, c'était très important. La nature des tables,
Vous avez la qualification du volume, le type de modèle de croissance utilisé. Est-ce que là aussi, on avait des variables endométriques qui étaient suffisamment détaillées et toutes les tables ne vont pas dans le détail. Le type de peuplement d'origine observé également, le type de nombre de placettes, type de classettes, etc. Et puis, en dernier lieu, l'organisme concepteur qui est à titre indicatif, qui ne va pas donner une idée de la robustesse, mais c'est important quand même de voir qui a été à l'origine de la conception des tables en question. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, en tout cas, je ne vais pas vous le détailler, bien entendu, par essence, parce que ça sera dans un document papier qui sera beaucoup plus long et plus détaillé. Mais c'est pour vous donner un exemple de la grille d'analyse qualitative que cela va pouvoir donner. Et j'ai pris l'exemple du robinet. Donc, on voit que la source, c'est les métadonnées des tables relatives au robinet. Sur le robinet, donc vous avez une lecture. Je mets le chêne Cécile à part pour le moment. Il est juste là à titre indicatif pour que vous puissiez visualiser les différences. Donc, vous avez les indicateurs clés au centre que je vous ai présentés à présent et qui sont présentés dans l'ordre d'importance de poids relatif pour juger de la robustesse dans la conception des tables. Et puis là, vous avez trois tables répertoriées en présence qui chacune, en fait, sur chacun des indicateurs, chacun des critères qu'on a positionnés avec un niveau de robustesse élevé, moyenne ou faible, ou même parfois des données qui n'étaient pas disponibles. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une entrée, une grille de lecture très rapide, très visuelle, déjà en colonne pour comparer des tables entre elles. Et peut-être que d'entrée, je vais dire celle-ci, là, elle me semble la plus robuste parce qu'elle tend plus vers le vert foncé. En comparaison, vous voyez le chêne Cécile ici, qui, lui, est quasiment au vert partout. Il est issu du data paper de l'ONF et l'intégralité des critères qui ont été retenus sont des critères qui sont traités avec robustesse. Donc, on estime que la table, elle est tout à fait robuste et qu'elle sera retenue notamment pour être traitée dans le cadre du label bas carbone. Et puis, on peut avoir aussi une grille de lecture qui soit horizontale, puisque si on est plus attaché à un critère qu'à un autre, là, ça permet d'aller un peu plus en finesse. On peut aller chercher de manière horizontale quelle est la table sur laquelle je vais avoir des données plus ou moins détaillées, plus ou moins robustes. Donc voilà, ça permet déjà d'avoir une première lecture, une première entrée, j'insiste bien, qui soit qualitative. Alors je reviens sur les essences sélectionnées. On voit tout de suite à gauche qu'on a eu 44 essences étudiées au total. Toutes n'ont pas des tables de production, donc certaines ont ce que j'appelle orphelines de tables de production. Donc c'est des essences sur lesquelles il y aura peut-être des suites. Il faudra aller faire des travaux exploratoires complémentaires ou peut-être aller agréger des données qui sont aujourd'hui pas agrégées ou un peu dispersées et puis retravailler. Mais comme je vous le disais, on a travaillé à partir des 120 dossiers de boisement les plus récents fournis par le ministère sur le label bas carbone forestier. Et je me suis focalisé sur les 40 premières essences. Alors, je ne vais pas toutes les détailler ici, mais vous voyez qu'avec les 40 premières essences, on atteint 97,78% des essences des surfaces plantées. Donc déjà, au total, aujourd'hui, en termes d'historique, on a quasiment une centaine d'essences qui sont utilisées dans le label bas carbone au sein des trois, enfin au sein en tout cas là, de la méthode boisement. Et en traitant ces 40 essences, on traite quasiment l'intégralité du sujet. Donc, il n'était pas utile, surtout qu'on avait 5-6 mois pour faire cette étude, d'aller au-delà. J'ai fait ressortir, mais c'est vraiment à titre indicatif, les essences qui étaient dans le projet BioSylve, qui était la commande de l'ADEME de départ, et qu'on a bien entendu étendue, et puis les essences ONF, qui étaient les 12 essences issues de data paper de Salomon Fournier, qui aujourd'hui, prochainement dans les V3, fera référence de par la robustesse dans la conception de ces données de croissance. Alors, en termes de résultats, j'ai choisi 3 illustrations. L'idée aujourd'hui n'est pas d'aller dans l'hyper-détail, mais c'est de vous illustrer les résultats tels qu'on les présente. Donc vous verrez que par la suite, au-delà du webinaire, il y a d'autres supports qui vont être édités. Mais aujourd'hui, à travers 3 exemples,
trois essences, le chêne Cécile, le Douglas et le robinier. On va vous faire toucher du doigt un peu les résultats que cette étude nous a permis d'obtenir. Alors, si je regarde le chêne Cécile, et là, on peut voir la superposition dont on a parlé tout à l'heure des nuages de points issus, extraits de la base IFN sur le chêne Cécile, donc en France métropolitaine, et la superposition de ce nuage de points par rapport, alors on a gardé quand même les tables anglaises parce qu'elles sont pas mal utilisées, mais superposition de points avec les classes de fertilité calculées à partir du data paper de Salomé Fournier. Et on voit que, et on a quand même un échantillon de 2089 placettes, donc sur le plan statistique, c'est très robuste. On voit que les classes de fertilité, les courbes de classes de fertilité s'inscrivent dans le nuage de points. Donc, ça confirme que la table, enfin le modèle de croissance du data paper de Salomé est robuste. Et donc, ça nous permet d'aller choisir parmi ces classes-là. Ça n'empêche pas le rôle de l'expert qui va aller affiner par classe de fertilité, mais ça permet de se positionner par rapport à des données récentes. Alors ici, je vous ai détaillé là le travail qui a été fait plus en collaboration avec Fabienne Benest. Vous avez à droite une reprise des accroissements moyens sur 30 ans et puis sur la période de révolution du chêne Cécile, et par classe, des travaux du data paper de Salomé, et puis aussi j'ai repris la Forestry Commission. Donc vous voyez, on a vu précédemment que les classes de fertilité 1, 2, 3 étaient en ligne avec les données brutes IGN, et donc on peut raisonnablement utiliser dans le cadre du label bas carbone sur 30 ans les accroissements moyens issus de ces travaux. À gauche, vous avez les extractions qui ont été faites depuis la base IGN. Alors, c'est la base ocre, et qui là ont été, lorsque c'était possible, ont été précisées par Greco. Vous verrez que pour d'autres essences, on n'a pas les données ne sont pas suffisantes, donc ce n'est pas pertinent. Mais lorsque c'était possible, par Greco, eh bien, on a pu extraire cet accroissement annuel moyen issu de la base Greco de l'IGN. Et donc là, eh bien, on est en capacité à aller se positionner par rapport à sa classe de fertilité et aller se positionner en termes d'accroissement. Est-ce que par rapport à des données qui sont actualisées, est-ce que je suis en ligne ou pas? Et on a ici un intervalle de confiance qui est lycée 95, un intervalle statistique qui est calculé, qui permet là aussi de redonner une fourchette un peu plus large entre un maxi et un mini. Au-delà on a deux bornes qui viennent borner l'accroissement moyen. Donc là, ça permet d'avoir un petit peu plus de latitude. Donc voilà, peut-être que vous aurez des questions sur ce sujet-là après, mais vous voyez que entre ce que je vous ai montré précédemment avec ce graphe et ces tableaux d'accroissement moyens constatés dans les tables et les accroissements moyens issus reconstitués de la base Greco de l'IGN, on a de quoi positionner un peu plus précisément les accroissements qu'on va choisir dans son calculateur du label bas carbone. Même chose pour le Douglas. Donc là, on a repositionné sur ce graphe. Vous voyez toujours le nuage de points. On a un peu moins de nuages de points, mais on est toujours à 695 placettes, ce qui est quand même très robuste. Et on voit que les classes de fertilité issues des travaux Fournier et al. Alors là, l'aire géographique est nationale. Au moins sur les classes 1 et 2, elles sont en ligne. La classe 3, elle est un petit peu plus conservatrice. Mais bon, on voit qu'aujourd'hui, sur le Douglas, là aussi, on n'est pas trop décalé. La Forestry Commission, pour le coup, est très conservatrice. Elle est même très, très, très en deçà. Donc, on peut peut-être aujourd'hui, et on n'est pas totalement prescriptif, mais on peut peut-être estimer que la Forestry Commission n'est peut-être pas idéale pour évaluer les accroissements, et que du coup, les accroissements issus du data paper de Fournier, de Salomé Fournier sont plus pertinents.
De la même manière, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le chêne Cécile, vous avez les tableaux comparatifs. Donc la Forestry Commission, je l'ai gardé un peu pour le principe, mais il y a de fortes chances que je ne le garde pas par la suite. Donc vous avez des points de repère à 30 ans et sur la Révolution, et par classe. Et vous avez une possibilité d'aller affiner, d'aller comparer avec les accroissements moyens annuels de l'IGN, toujours avec les intervalles de confiance. On voit qu'au niveau national, tout à l'heure, on était dans la classe 2 à 30 ans, la classe 2 qui était correctement positionnée dans le nuage de points. On est à 13,46 et là, on est entre 14,31 et 11,39, donc on est en ligne. Et ça, quand même, ça permet aussi de confirmer les choses. Enfin, je vais vous parler du robinier qui, lui, a été traité avec un petit peu plus, dans cet exemple, je vais vous le traiter avec un niveau de détail supplémentaire que je vais vous expliciter. Donc, toujours ce graphe. Bon, on a un peu moins de placettes, mais on est quand même sur un nuage de points 236, ce qui est toujours robuste. Et on voit que, alors là, on s'appuie sur une table. Il y a d'autres tables, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple avec les indicateurs clés. Il y a 2 autres tables, mais celle-ci étant la plus robuste déjà dans la conception. C'est celle-ci sur laquelle je fais un focus. Et c'est une table donc, du nord-est de la Hongrie, la table RDIEAL 2011. Et on voit que la dispersion dans le nuage de points des classes de fertilité issues de ces tables, elle est tout à fait cohérente par rapport à ce qui est constaté dans les bases IGN. Ici, lorsque ça a été possible, on a un peu moins d'aire géographique, mais on a un détail par Gréco, lorsque c'est pertinent. Pour certaines, on ne l'a pas, donc elles ne sont pas indiquées. Et puis ici, j'ai un niveau supplémentaire que je ne vous ai pas indiqué au-dessus, mais qui sera indiqué dans le rapport définitif. On a un niveau supplémentaire d'accroissement, dans le sens où sur le premier accroissement qui est fourni ici, ce sont les accroissements calculés à partir des placettes où l'essence est le plus fort couvert, mais sur lesquels on n'avait pas les accroissements des essences complémentaires qui peuvent être sur la placette. Donc là, ils sont intégrés. On a voulu faire ça pour vérifier qu'on n'ait pas une perte de production, en fait. Et là, on voit qu'elle existe, mais elle est minime. Donc, ça peut être un élément d'appréciation supplémentaire. Et lorsque c'est disponible, ce niveau d'information-là, sur la base gréco-d'IGN, il n'est pas toujours pertinent, on n'a pas toujours suffisamment de placettes. Donc, lorsque c'est disponible, on ira plus dans le détail pour vous permettre d'avoir ces points de repère-là. Alors, en termes de livrables à suivre, donc, alors en plus que je vois qu'effectivement, et j'en suis désolé, parce que la partie technique, j'avais un peu testé, mais je ne suis pas tout à fait, je n'ai pas la totale maîtrise du webinaire Zoom, mais on m'a imposé ça, et donc je vois qu'il y a 64 participants sur 130 inscrits, donc il y a la moitié de personnes qui ont pu se connecter, ce qui est un peu regrettable, et j'en suis désolé, mais la bonne nouvelle, c'est que le webinaire sera en replay avec un lien de connexion qui sera renvoyé aux participants. Donc, tous ceux qui sont inscrits auront le lien de connexion, donc pourront le revoir. Et il sera mis en ligne d'ici fin juin 2023 sur le site du CNPF, sur cnpf.fr. En plus, les questions qui pourront être posées par ceux qui sont en présence pourront servir par nos réponses à expliciter peut-être des cas vécus par d'autres porteurs de projets. Ensuite, là, je vous ai illustré uniquement 3 essences, 3 exemples. Donc, sur les indicateurs, sur les grilles de lecture avec les indicateurs métadonnées, et ensuite les graphes, puis les tableaux d'accroissement avec les comparaisons IGN et tableaux d'accroissement issus des tables. Là aussi, ça fait partie des travaux que je suis en train de finaliser, toujours dessus. Ça sera sorti en juillet 2023. J'espère, j'ai dit ce matin à Olivier Glaise, que ce soit pour le 7 juillet, je vais faire tout le monde possible. C'est la date que je me suis fixée, j'espère que je la tiendrai. Et donc là, on aura vraiment, par essence, l'intégralité des graphes, des tableaux et des grilles de lecture à travers les indicateurs métadonnées. Ce qui peut dire qu'on aura du coup à la fois un document complet et un document très synthétique par essence. Et puis, en 20 septembre 2023, c'est très précis, vous remarquerez,
mais ça a été fourni par notre rédacteur en chef du magazine Forêt Innovation, qui est la nouvelle version de Forêt Entreprise. Donc, un article qui reprendra ces travaux aussi, et qui sera un article 4 pages, sur lequel il y aura bien entendu pas toutes les infos. Il sera impossible d'avoir toutes les informations précises qui seront utiles vraiment dans le montage des projets. Mais là, ça permettra aussi peut-être à certains de revenir sur le sujet, et puis il y aura peut-être d'autres informations. Donc voilà, on a quand même un ensemble de supports qui vont venir compléter ce webinaire aujourd'hui. Donc pas de panique pour ceux qui n'ont pas pu. Alors en plus, je m'adresse à eux, mais ils ne sont pas là. Mais au moins, ils le verront lorsqu'ils regarderont ce webinaire. Donc on a vraiment, voilà, au fil de l'eau, on va pouvoir revenir dessus et vous allez pouvoir avoir des informations bien plus complètes. Simon, je te laisse la parole sur la suite, sur les perspectives, et puis sur un rappel, un cadrage d'un point de vue plus global sur ces travaux. Et puis après, on passera aux questions. Merci Stéphane. Oui, juste un point rapidement de rappel et d'ouverture sur la manière dont on voit comment ces travaux peuvent être utilisés. Alors déjà, pour rappel, dans les méthodes actuelles, les 3 méthodes forestières du label bas carbone portées par le CNPF, le porteur de projet a le choix d'une table de production, la condition, ou d'un modèle de croissance. La condition est que ce soit quelque chose de publié. Dans une évolution à venir, vous savez tous qu'il y a une version 3 des méthodes qui est en cours de discussion. La proposition est que les tables produites par l'ONF, donc Stéphane en a parlé, dans le data paper de Salomé Fournier et collaborateurs, la proposition est que ces tables deviennent obligatoires, en tout cas dans leur aire d'application, qui est bien précisé dans les travaux cités. Le travail qu'on a mené là avec Stéphane, c'est un travail qui se veut donc complémentaire des travaux ONF et qui n'est pas de la même nature. On va nous regarder des tables existantes et les caractériser. Et c'est un travail qui aujourd'hui se veut non prescriptif. On apporte juste un outil pour aider à mieux utiliser ces tables. Et je dis non prescriptif, mais nous sommes quand même en réflexion pour, dans certains cas, prescrire quelques tables, voire quelques classes de fertilité dans certaines tables, dans la V3 des méthodes CNPF pour des essences qui ne seraient pas couvertes par le data paper de l'ONF. Ça, c'est pour l'utilisation voilà, la suite de ce travail. Et puis, concrètement, comment est-ce que ce travail peut être utilisé? Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs plutôt qualitatifs, et donc qui peuvent amener à, quand on a plusieurs tables pour une même essence, de privilégier les tables, évidemment, avec des données récentes. Vous aurez, Stéphane l'a présenté, vous aurez les dates des données mesurées pour constituer la table. Et puis, évidemment, privilégier les tables qui sont dans des domaines biogéographiques proches du domaine biogéographique dans lequel vous faites le projet. Un indicateur tout bête, mais qui est important, c'est de vérifier que la table n'est pas une table taillie, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de tables de production sur les feuillus qui peuvent être des tables avec des mesures sur des taillis. Or, là, on les applique dans le label bas carbone sur des plantations, et donc on sait bien que la croissance initiale des plantations est bien plus faible que la croissance d'un taillis les premières années. Ensuite, vous avez des données pour comparer les accroissements moyens donnés par la table avec les données de l'IGN. Donc, regardez que dans votre Greco, et on trouve très facilement la définition des Greco sur le site de l'IGN, vérifiez que dans votre Greco, vous êtes bien sur des accroissements moyens
en tout cas dans la fourchette des accroissements moyens, vous êtes proche de ce qu'il y a dans la table. Et puis un point très important aussi sur les unités, on s'est aperçu que certaines tables fournissaient directement des volumes totaux et pas des volumes bois forts. Or, quand on rentre les données des tables de production dans le tableur label bas carbone, ce sont bien des volumes bois forts avant éclairci qu'il faut rentrer. Et donc, juste l'indicateur de regarder si les volumes donnés par la table sont bien des volumes bois forts, ça vous permet d'éviter de rentrer la mauvaise donnée en entrée dans le tableur. Il peut y avoir le cas sur ce point-là où si c'est des volumes totaux, il faut les rediviser par les facteurs d'expansion pour revenir au volume bois fort, sachant que le tableur, lui, de manière automatique, remultiplie par le facteur d'expansion pour arriver à des volumes totaux. J'espère que j'ai été clair sur ce point. Et puis une dernière diapo sur les perspectives de ce travail. Donc je remercie Stéphane pour le travail colossal qu'il a mené là en quelques mois pour aider à la caractérisation des tables. À mon sens, c'est un travail qui est amené à se poursuivre. Alors à se poursuivre peut-être en affinant les choses et par exemple sur les points IGN sur les graphiques des couples hauteur dominante âge, en travaillant par Greco, ce qui vous permettrait de regarder là aussi si la Greco dans laquelle vous faites votre projet, dans les données IGN, on est sur les mêmes courbes de fertilité que ce qui apparaît à l'IGN dans la Greco. Il y aura sans doute des travaux à mener pour aller chercher, voire produire des tables de production pour ce qu'on peut appeler les nouvelles essences. On a des tables pour évidemment les grandes essences forestières françaises, mais c'est le cas dans le label bas carbone et puis dans un certain nombre de plantations qui sont menées aujourd'hui. On a introduit des nouvelles essences mieux adaptées au changement climatique et parfois on est un peu à court de données de croissance sur ces nouvelles essences. Et puis évidemment, ces tables de production, aujourd'hui, c'est l'outil qui est le plus approprié pour quantifier du carbone à l'échelle d'une parcelle, mais ça reste un outil très, très imparfait, notamment pour deux raisons. Ces tables qui sont parfois anciennes sont complètement liées aux mesures qui ont été faites pour les établir, et donc on a, sauf sur les tables les plus récentes, sinon, sur la plupart des autres, on n'a pas la prise en compte des évolutions climatiques récentes et encore moins des évolutions climatiques à venir. Et donc, toute la question de la baisse de l'accroissement qui aujourd'hui est montrée objectivement par l'IGN à l'échelle nationale, cette baisse de l'accroissement, elle n'est pas prise en compte. Ça, c'est un premier souci. Et puis, dans les tables, le choix de la classe de fertilité, il reste expert dépendant et ça c'est bien, qui est du dire d'expert de terrain, c'est incontournable. Par contre, c'est invérifiable et dans un système où sur le label bas carbone, on instruit des dossiers où l'instructeur doit pouvoir vérifier l'intégrité environnementale du projet, ça peut poser question d'avoir quelque chose qui est totalement expert dépendant et donc invérifiable. Alors, les perspectives à plus long terme, ça peut être les apports de la recherche en modélisation forestière. Il y a énormément de travaux de recherche actuellement sur de la modélisation au sens large, qui peuvent apporter, par exemple, avec les travaux de modélisation à base de processus, qui sont des travaux qui prennent réellement en compte les changements globaux dans les processus de croissance. Aujourd'hui, on a un outil comme Forêt 21, dont vous avez le lien ici, qui est un outil produit par l'INRAE et qui permet cette prise en compte des simulations climatiques, des scénarios climatiques et qui projette de la croissance à horizon de 2100. Par contre, on reste à des échelles macro et donc il y a tout un travail de descente d'échelle pour que ces travaux soient utilisables à l'échelle de la parcelle.
Et ça pourrait se faire en hybridant des tables de production avec des modèles sensibles au climat, que ce soit les modèles dont je viens de parler ou d'autres types de modèles qui permettent de prendre en compte les évolutions climatiques. Et puis d'autres idées qui permettraient de peut-être resserrer le choix des classes de fertilité et mieux caractériser les fertilités. Mais là, c'est vraiment des perspectives de R&D à moyen terme. Ça serait comme ça se fait sur les stations, il y a des outils aujourd'hui de pré-cartographie des stations qui permettent automatiquement à partir du bureau d'avoir une pré-carto des stations, qui n'empêche pas qu'il faut aller sur le terrain pour bien déterminer la station, mais ça permet de faire un premier tri de manière automatique. On pourrait avoir la même chose sur les fertilités en combinant des cartes de réservoirs utiles qui aujourd'hui sont disponibles à des échelles de plus en plus fines, des données sur les hauteurs d'arbres qui vont devenir dans un futur très proche disponibles et à des échelles très fines, notamment grâce au LIDAR. En combinant toutes ces données, on devrait pouvoir arriver à moyen terme à pré-cartographier les classes de fertilité et ça permettra d'éviter de surestimer une fertilité dans un endroit où c'est impossible à une échelle assez large. Ça n'empêchera pas qu'il faudra toujours le dire d'expert pour caractériser sur le terrain la fertilité. Voilà pour les quelques perspectives de ces travaux à court et à moyen terme. Merci Simon. Moi, je vous ai mis mes contacts si vous voulez après qu'on aille plus dans le détail ou réagir. Donc, merci beaucoup pour votre participation et à toutes et à tous. Alors maintenant, je ne sais pas si ça va correctement fonctionner, mais voilà, on va passer aux questions. Et vraiment, j'insiste. Alors, on peut peut-être, parce que Simon a quand même ouvert un peu les sujets, mais l'idée, c'est de se focaliser là dans le temps qui nous est imparti sur les questions relatives au sujet, qui sont les tables de production. Et vous l'avez compris, ces travaux qui visent à améliorer l'existant, pas à revisiter les méthodes. C'est un travail vraiment d'amélioration. Donc, est-ce que Olivier, tu as pu avoir des questions? Moi, j'arrive pas à avoir la main pour ouvrir la discussion. Est-ce que tu as pu avoir des questions qui ressortent? Alors, il y a un petit commentaire sur le fait que pas toujours perceptible de raisonner en accroissement mètre cube hectare an par rapport à des données à l'arbre, mais je pense que vous avez tous les deux très bien expliqué que les équivalences à l'arbre sont des aberrations scientifiques et forestières et qu'en forêt, on est obligé de ramener tout ça, des données de production de mètres cubes à l'hectare. Alors, on avait une première question du coup de la Dreal Grand Est de Franck Martin sur par rapport aux placettes qui ont été utilisées, sur lesquelles vous avez du coup axé les courbes de différentes tables. Est-ce que ces placettes de l'IGN sont représentatives des zones biogéographiques françaises? Alors, je vais y répondre si tu veux, Stéphane. Oui, on n'a pas fait de tri, on a pris toutes les données IGN, donc qui sont représentatives des zones biogéographiques. L'IGN quadrille la France par un maillage systématique dans toutes les forêts. Donc oui, c'est représentatif. Et comme je l'évoquais en ouverture, on devrait pouvoir affiner les choses en triant par GRECO. Donc les GRECO, c'est les grandes régions écologiques forestières françaises. De mémoire, il y en a 5 ou 6. Et ça permettra, quand vous êtes… on sait qu'il y a des grosses différences de croissance entre des GRECO, pour être dans les extrêmes, entre la GRECO méditerranéenne et la GRECO nord-atlantique, par exemple, il y a des grosses différences de croissance et donc ça devrait permettre, si on y arrive, d'affiner les choses. Très bien. Merci Simon. Alors, on a une autre question qui est peut-être relative à des essences qui sont moins communes, pour lesquelles on
on a moins de recul, qu'on va tester du coup plutôt dans l'évolution climatique et pour lesquels, pour autant, on va peut-être essayer de faire l'effort de les quantifier, par exemple dans un projet carbone. La question porte sur comment on fait finalement pour choisir une table, quoi, hein, ou, je sais pas, peut-être un sapin de Born-Muller, un pain Laricio de Calabre, voilà, des essences qu'on connaît moins peut-être. Comment on fait pour choisir entre plusieurs tables? Il y a un premier niveau de réponse qui est apporté par l'analyse à travers les métadonnées. Donc la question était, pardon Olivier, par rapport à l'évolution du changement climatique. Sur des tables pour lesquelles on a moins de connaissances, quoi. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut bien sûr, il y a l'expertise un peu, hein, qui nous permet de dire cette table, ma réalité terrain se rapproche plus peut-être de cette table, mais sur les tables pour lesquelles on connaît peu de choses, comment on fait pour choisir? Est-ce que ton outil aussi permet du coup un petit peu finalement d'aider à préconiser ou aller plutôt vers une table? Oui, l'outil, justement, à travers ces indicateurs de métadonnées, l'objet est de pouvoir déjà globalement plutôt préférer sur une essence une table plutôt qu'une autre. Et à travers ces indicateurs et ces métadonnées, ça permet d'entrer quand même de faire ce choix-là. Maintenant, il y a la limite, enfin, il n'y a pas la limite, mais le complément très important, et que le disait Simon, de l'expert, hein, ces travaux-là n'excluent pas quand même ce que l'expert a pu, enfin, le lire d'expert, son expérience, et puis éventuellement aussi sa capacité à faire le lien avec des expérimentations qu'il connaît, des stations, des essences qui ont été plantées sur des stations en rapport avec le projet qu'il envisage, et là aussi d'affiner les choses. Donc, cette première approche qualitative à travers les indicateurs métadonnées est vraiment là pour permettre de se situer d'emblée sur une table plutôt qu'une autre. Mais comme je garde le niveau d'analyse à travers les 9 critères, on peut être plutôt appétent ou décider qu'il y a un critère qui est important pour le projet. Et du coup, même si on a une table qui semble a priori moins robuste sur l'intégralité des critères, la privilégier. Au moins, on a tout de suite ce niveau de détail qui apparaît. Alors, je te laisse la parole du coup, Stéphane, pour que tu puisses répondre et faire le lien du coup avec la dernière diapo, enfin, ou également du coup peut-être Simon, sur ces travaux qui ont été menés. Alors Stéphane plutôt à court terme, donc du coup je pense que tu as quand même répondu, peut-être à moyen terme. Simon, tu évoqué donc les modèles à base de processus. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont sortir de la DREL Grand Est à court ou à moyen terme? À court terme, donc Stéphane, tu l'as dit, un rapport qui va analyser un peu toutes les essences. Ça reprend la synthèse, oui, tout ça, oui, tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'on sait, par exemple, Forêt 21, est-ce que des modèles avec l'intégration du climat changeant, qui va peut-être pénaliser du coup la production, tu disais, voilà, est-ce que ça, c'est des choses qui seront, on va dire, vulgarisées, accessibles et partagées du coup auprès de la communauté carbone? Simon, tu vois où j'y vais? Oui, Simon. Tu as travaillé sur Forêt 21 notamment. Forêt 21 a été cité, donc… Oui, bien sûr. Donc, les travaux de Forêt 21, aujourd'hui, sont accessibles après avoir fait un… Ce n'est pas totalement en libre accès. On souhaite que les personnes suivent un petit webinaire de présentation de l'outil pour bien comprendre ses limites.
mais vous pouvez échanger avec nous pour que voilà, qu'on fasse cette présentation et que vous puissiez ensuite avoir accès à l'outil. Néanmoins, encore une fois, hein, c'est un outil qui ne permet pas, à l'échelle d'une parcelle forestière, hein, de caractériser la croissance. On est plus à une échelle macro. Et donc, sur la question de savoir si des choses plus à l'échelle de la parcelle qui utiliseraient ces projections climatiques, quand est-ce que ce sera opérationnel? C'est plutôt du moyen terme. On va parler peut-être plutôt d'années pour que ce soit opérationnel. Je peux citer un projet qui démarre, qui est un projet financé par le RMT à Force et qui va justement travailler sur cette descente d'échelle sur un cas facile, c'est-à-dire des peuplements de pins maritimes purs. Et l'idée, c'est qu'on commence par voilà, un cas assez facile. On travaille avec des gestionnaires pour voir comment, à l'échelle de la parcelle, ce genre d'outil peut être pertinent. Mais c'est des travaux plutôt exploratoires. De là à ce que ça soit utilisable et généralisable dans le cadre du label bas carbone, il faudra attendre quelques années. J'espère que je réponds à la question. Merci Simon. Alors une question d'Arnaud Lemeur qui est assez intéressante sur le… Alors je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, peut-être je pourrais apporter un petit élément sur quels sont les écarts qu'on peut constater du coup sur une quantification finalement en fonction de la table. Alors je sais que par exemple entre les tables de Descours et les tables douglasées françaises donc de l'Office, sur la fertilité 1, il y a quand même un écart de, je crois, c'était 34%, et je crois que ça monte à 40% sur la fertilité 2, donc c'est forcément le même écart en carbone. Donc c'est des écarts assez importants. Est-ce que vous avez travaillé sur des comparaisons du coup de tables entre elles pour avoir des ordres d'idées de jusqu'où peut aller cet écart? Alors, on a dans les… Stéphane, peut-être tu peux remettre un des exemples, et par exemple le Douglas, où on voit dans les… Même ne serait-ce que dans les courbes de fertilité, on voit qu'on a des différences. Sur le Robinier, on voit très bien que sur le Robinier, on a une table ici, dont la première classe, là en vert, la table d'Hermanin, elle est vraiment sur le haut des accroissements constatés par l'IGN. Et donc, voilà un écart très fort avec les autres courbes de fertilité. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus d'écart entre les classes de fertilité d'une même table qu'entre différentes tables. Et par exemple, sur ce qu'on a montré sur le chêne, au final, les tables anglaises et les tables de l'ONF sont globalement dans le même ordre de grandeur. Par contre, c'est vraiment le choix de la classe de fertilité qui va être déterminant après. Mais pour répondre peut-être un peu plus précisément à la question, hein, on n'a pas précisément quantifié ces différences aujourd'hui. On les voit un peu par interprétation graphique, oui, mais on n'a pas fait ce travail quantitatif. Oui, ça peut être l'objet de travaux complémentaires, mais on n'a pas eu le temps encore d'aller jusqu'au bout de ce travail. Alors, un ensemble peut-être de questions qui peuvent se regrouper un peu. Une question du coup finalement alors, une première question de Lucie Le Gagnois sur les tables, c'est-à-dire que vous avez dit que vous n'allez pas interdire peut-être des tables, jusqu'à quel point on va pouvoir en recommander ou quand même peut-être en éliminer certaines, ça a été dit, j'avais retenu. Donc, voir jusqu'où vous allez faire ce travail-là. Et en fait, quand on dépose un projet au label bas carbone, est-ce qu'une DREAL pourra finalement refuser une table? Question que pose aussi du coup Justine Campredon.
Voilà, est-ce que ces tables recommandées, elles vont être du coup diffusées, accessibles, voilà. Est-ce que ça sera peut-être du coup dans la V3 des méthodes? Et une question de Michel Moulin qui rejoint finalement le gros travail là, que vous avez effectué hein, avec les données IGN, avec ce détail d'aller jusque même dans la Gréco pour chaque essence. L'idée, c'est de savoir est-ce que ça va être partagé, voilà, parce qu'il y a pas mal d'opérateurs pour des idées de méthodes, du coup, sont obligés d'avoir à faire des modélisations et donc forcément, ils sollicitent beaucoup l'IGN à chaque fois. Donc l'IGN est sollicité par peut-être plusieurs acteurs qui veulent rédiger une méthode ou mieux modéliser, disons, le carbone. La question qui porte sur la diffusion publique de ces résultats, oui, clairement, les résultats ont vocation à être publics, c'est ce que j'ai expliqué. Hein, le rapport complet par essence reprendra les tables qui auront été identifiées. Chaque table sera analysée au travers des indicateurs avec des indicateurs clés. Et pour chaque essence et chaque table, on aura ces tableaux de comparaison des accroissements avec les données IGN. Donc, et ça sera en ligne sur le site du CNPF. Donc, ça sera tout à fait public. Sur l'aspect prescriptif, en tout cas, aller jusqu'à exclure des tables ou des classes de fertilité. Alors, sur les tables, j'ai envie de dire qu'une table qui aurait dans l'analyse qualitative des métadonnées qui serait vraiment mal notée sur tous les critères, bon, je ne vais pas me permettre de l'envoyer aux oubliettes, mais en tout cas, ça va parler de soi-même, quoi. Maintenant, sur les classes de fertilité, c'est peut-être ça peut être, si on a des choses qui sont très aberrantes, en tout cas très différentes, notamment par rapport aux nuages de points qu'on peut trouver sur l'issue des bases IGN. Peut-être qu'on peut orienter les choses, oui, mais là, ça ne m'appartient pas aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en capacité à répondre. Mais par contre, ces travaux-là, enfin, Olivier, tu me coupes si je dis une bêtise, mais il est prévu, et surtout le timing s'il va s'y prêter, qui viennent alimenter l'évolution de la V3. Donc, au moins, ça en fera partie, ça y sera rattaché. Et au moins, ça permet, c'était notre ambition de départ, je le redis encore en un temps très court, hein, on s'est mis en janvier, et là, on n'est pas encore fin juin, on est mi-juin. C'était de donner des éléments actualisés, des éléments qui permettent de comparer et qui permettent de situer donc vraiment des points de repère. L'aspect prescriptif, moi, ne m'appartient pas en tout cas, mais on peut l'envisager. Ce sera une discussion à avoir. Je te rejoins, Stéphane, et juste, en fait, ça se veut un outil de dialogue accessible à la fois aux porteurs de projets et aux instructeurs, où les données, les méthodes seront transparentes, et donc après, on ne va pas répondre à la place des instructeurs, mais en tout cas, ça peut permettre le dialogue sur l'utilisation d'une table ou non dans le cadre d'un projet. Merci à tous les deux. Alors, une question spécifique que pose Cécile Lecoincy par rapport à une essence, le pain maritime. Du coup, est-ce que ça fait partie des essences sur lesquelles vous avez travaillé, comparé, ou alors pas du tout parce que justement Salomé a déjà produit du coup des tables. Alors, il est demandé, mais il me semble que pose une question autour de Silveco, à savoir est-ce que ce modèle du coup a été analysé, voilà, et est-ce que ça surestime ou c'est proche de la réalité, voilà. Et alors c'est une question du coup qui est plutôt adressée pour le coup à Salomé Fournier, qui était de savoir si l'ONF avait travaillé sur le pain maritime en Landes de Gascogne avec les variétés améliorées. Salomé est là, donc non, elle n'est pas là. Donc, je ne peux pas lui donner la parole, donc je ne vais pas répondre à sa place. Silveco n'a pas été étudié, ça, je peux y répondre. Et pour compléter, à ma connaissance,
Ce n'est pas des données de croissance en libre accès, accessibles. Enfin, en tout cas, on ne les a pas trouvées. Donc, c'est pour cette raison-là. Mais après, si elles nous sont envoyées, on pourrait peut-être, enfin, dans le, le peu de temps disponible, on pourrait peut-être les ajouter à notre analyse. Et donc, pour répondre à Cécile de Poincy, le pain maritime, il a été traité. C'est la deuxième essence la plus plantée aujourd'hui dans les projets boisement. Donc, je reprenais mon tableau sur lequel je suis passé un peu vite tout à l'heure, mais l'idée n'était pas d'aller dans le détail. Donc, ces essences-là ont été étudiées. Parmi celles-ci, j'en ai 6 ou 7, j'ai la mémoire qui flanche, pardon, pour lesquelles je n'ai pas de table, donc je ne suis pas allé plus loin dans un premier temps. Mais encore une fois, ces travaux sont une première approche d'amélioration et ça donnera certainement lieu à la poursuite, notamment. Alors, je fais un aparté, mais je pense au robinier qui a été pas au robinet, pardon, j'ai une bêtise, au peuplier qui a été traité dans un cotec, dans notre dernier cotec, qui est une essence aujourd'hui qui est plantée, hein, 4e essence, et ce qui est à juste titre. Mais pour lequel aujourd'hui on a des jeux de données d'expérimentation sur des temps suffisamment longs pour avoir du recul et des expérimentations qui sont en cours côté CNPF, côté FCBA, peut-être encore ailleurs. Et il y a des travaux en cours pour essayer d'homogénéiser, d'agréger tout ça pour aller sur des modèles de croissance et permettre d'avoir une information synthétique et qu'on puisse s'approprier. Donc voilà, c'est pas figé. Mais il y a certaines choses qu'on n'avait pas, certaines choses qui nous manquent et sur lesquelles on n'a vraiment rien, et certaines choses sur lesquelles on a de la donnée en cours qui pourront être complétées par la suite. D'autres questions? Alors, Olivier, ton micro est coupé. Voilà, merci. Donc, il y avait alors une question, mais du coup, à laquelle je pense on peut répondre assez rapidement, que posait Justine Conredon sur est-ce qu'on a comparé en fait les densités, etc. Donc, c'est une question qui est en fait à laquelle on peut répondre par la loi d'Eichhorn, hein, donc ce qui va vraiment compter pour caractériser du coup le volume d'un peuplement, c'est la hauteur dominante, et la hauteur dominante, donc c'est l'âge, la station et l'essence, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous souhaitez dire un mot là-dessus sur les densités? Est-ce que c'est quelque chose, tu avais identifié là, les 9 critères, est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé spécifiquement ou pas du tout? Pas spécifiquement. Olivier, ton micro est coupé. Alors, on a encore le temps de prendre quelques questions? On peut, oui, jusqu'à 11h, on avait prévu jusqu'à 11h, donc encore quelques minutes. Alors, bon, il y avait pas mal de questions, alors j'ai essayé d'y répondre, hein, sur effectivement le comment on fait lorsqu'on arrive face à une table non existante. Pas disponible, ou alors la seule qui existe, elle est complètement à côté de la réalité. Ouais. Est-ce que vous avez des préconisations? Dans les méthodes du label bas carbone, pour certaines essences, il y a de l'équivalence à dire d'experts. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse, et il y a des choses qui existent déjà. J'ai pas tout à fait. Là, j'ai besoin, comme le travail est encore en cours notamment sur les tables que j'appelle orphelines, je n'ai pas encore d'éléments de réponse complets à apporter à ce sujet-là. J'en suis désolé, je n'ai pas les réponses à tout. Mais peut-être que si on a malgré tout des éléments, si j'arrive à trouver des éléments d'accroissement et que je puisse comparer avec de l'IGN, je ne sais pas. Mais pour le moment, je ne vais pas plus loin en termes d'équivalence lorsque je n'ai pas de table en face d'une essence. Une question de Paul Taborski sur on a surtout parlé plutôt de projets en boisement, hein.
Oui. Est-ce qu'il y en a un travail qui est prévu pour avoir des tables de production pour la méthode balivage, c'est-à-dire, alors 2 tables, hein, je rappelle qu'il faut toujours une table de la description du comportement de l'essence en taille simple, on va dire sans sylviculture, et puis une deuxième table de la réaction du coup du taille simple après une éclaircie très forte dans le jeunage. Alors, je peux périmètre de mes travaux, mais je peux peut-être y répondre. Et j'aime bien la question parce que c'est probablement un des facteurs limitants qui fait qu'il y a peu de projets sur la méthode balivage, c'est que les outils de croissance à utiliser dans cette méthode, il y en a peu de disponibles. Mais pour répondre à la question, là, on caractérise des tables existantes et donc, à notre connaissance, par exemple, des tables qui caractériseraient la croissance de la conversion d'un taillis de chaîne en futé de chaîne, on n'en connaît pas. Peut-être qu'il en existe, mais on ne les connaît pas. Donc, dans le cadre de ce travail-là, on ne peut pas caractériser ce genre de table. Par contre, sur les autres essences où des tables existent, hein, je pense aux tables taillis de châtaignier, elles seront, et je parle sous ton contrôle Stéphane, mais elles devraient être caractérisées ici, donc également utilisables pour mieux choisir les tables utilisées dans la méthode balivage. Oui, mais avec la limite que tu as décrite avant. Peut-être une question sur parce que ça a été évoqué, mais l'essence spécifique du peuplier. Donc, une question de Lucas Hélens, est-ce qu'on aura accès, voilà, des tables ou des modèles, voilà, pour les différents cultivars. Donc, le peuplier, il faut caractériser les stations, hein, argileux, riche fraîche, humide, etc. Et puis les cultivars, qui ont toutes des croissances différentes. Donc voilà, est-ce que vous savez s'il y a des choses qui vont sortir ou pas prochainement sur ces cultivars de peuplier? Alors là, je fais référence au dernier COTEC qui a eu lieu la semaine dernière, où cette discussion a été traitée, où on avait la chance d'avoir Alain Berthelot du FCBA, et où ils ont une démarche en cours pour sortir des modèles de croissance. Alors, est-ce que ce sera exactement comme étape de production? Je n'ai pas le détail, mais oui, il y a des travaux en cours pour au moins apporter des éléments sur le peuplier. Nous, en interne au CNPF, on a des données, mais aujourd'hui, elles ne sont pas concaténées et elles ne sont pas synthétisées. Peut-être qu'il y aura même à terme une fusion de tout ça. Mais en tout cas, là, à très court terme, dans ce que nous allons proposer, le peuplier sera... je n'apporterai pas d'éléments de réponse sur le peuplier à travers cette synthèse sur des tables de production à notre connaissance. Mais effectivement, il y a des travaux en cours et on peut raisonnablement penser que d'ici, j'ai pas d'échéance, mais à moyen terme, on aurait quelque chose. D'accord. Alors, je prends 2 dernières questions. Bon, il y en a une du coup, qui porte sur la V3. C'est une question portera donc obligation d'utiliser pour certaines essences les tables ONF. Donc, la réponse, c'est oui, là où les tables ONF ont été bâties. Voilà, par exemple, les Douglasais françaises a été construite à l'échelle de la France et donc on ne pourra plus utiliser aucune autre table pour le Douglas dans le cadre du label bas carbone. Ouais. Et je prends une dernière question du coup de Julien Cassagne qui demandait sur l'étude du coup, Stéphane, est-ce que les métadonnées vont être accessibles ou est-ce que c'est le rapport qui synthétise tout par essence? Voilà. Qu'est-ce qui va... C'est le rapport qui synthétise tout par essence parce que si je devais retranscrire toutes les métadonnées, non, ça va être synthétisé à travers cette green analyse. Et il y a quand même un certain nombre de tables que j'ai lues en français, en anglais, en hollandais, en roumain, j'avais du mal. Hein. Mais j'ai fait un travail où je suis allé en fait
suis allé piquer voilà, les données, parce que souvent, en plus, les tables, c'est pas numérisé. Enfin, voilà, il a fallu vraiment un travail de lecture et de recherche, et donc moi que j'ai répertorié après, mais j'en livre uniquement la synthèse. Parfait. Ben, écoute, on arrive un peu au bout. Je te laisse conclure. Oui, bah, écoutez, en tout cas, pour conclure, vous l'aurez compris, ces travaux sont des travaux, et on remercie l'ADEME et le ministère de nous avoir aidés sur ce sujet-là. Ce sont des travaux qui ont vraiment pour vocation à améliorer l'existant. Et vous l'aurez compris, il y a bien entendu des évolutions, tant du point de vue je dirais de tables complémentaires ou de documents, de modèles de croissance qui permettront d'aller plus loin sur des tables sur des essences pour lesquelles on n'a pas aujourd'hui d'éléments concrets et concluants. Il y a aussi, Simon l'a souligné, du côté des modèles, avec petit à petit une descente d'échelle qui va permettre là aussi peut-être de ne plus utiliser les tables et d'aller, en tout cas davantage aller vers ces modèles qui vont permettre aussi d'avoir une idée plus projetée en fait, et de tenir compte davantage du changement climatique qui s'accélère et qui vient vraiment changer la donne en termes d'accroissement. Donc voilà, on a tenu à faire en l'espace de quelques mois ce travail d'amélioration, ce travail qui est là pour donner des points de repère, tant du point de vue porteur de projet qu'instructeur. J'ai envie de dire, ce n'est pas un produit fini, c'est un produit qui va être amené à améliorer, mais c'est déjà une étape, que je trouve intéressante et qui permet, selon le niveau d'expertise, de s'approprier ce sujet d'étape de production pour instruire les projets label bas carbone. Et puis voilà, moi je reste à votre disposition pour en parler. Toutes mes excuses encore pour ces problèmes de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis en étant en direct, là, je n'ai pas pu retravailler ça. Mais en tout cas, ça me servira de l'expérience et je ne serai peut-être pas sous Zoom la prochaine fois, je ferai différemment. On a quand même la moitié des participants par rapport aux inscrits. Le webinaire sera en ligne, donc ça permettra de revenir dessus. Simon, tu voulais rajouter un petit mot de conclusion? Moi, j'avais une dernière chose dont je voulais vous parler. Très brièvement, remercier tous les participants d'aujourd'hui. Encore une fois, les membres du COTEC qui nous ont bien appuyés pour ce travail. Et puis toi, Stéphane, hein, pour tout le travail que tu as mené ces derniers mois et qui, on l'espère, hein, à une petite échelle, vont permettre d'améliorer cette question cruciale, hein, de la croissance, la prise en compte de la croissance dans le label bas carbone. Très bien. Bon, je finirai les 11h02. Petite touche personnelle. Je voulais profiter de ce moment pour rendre un hommage à Henri Husson, qui était le directeur adjoint du CNPF Nouvelle-Aquitaine depuis décembre 86. C'est quelqu'un qui avait la forêt chevillée au corps, qui s'est battu pendant plus de 20 ans contre une seule maladie. Et c'est quelqu'un qui m'a, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu ému, c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance, qui m'a fait rentrer au CRPF, parce que je suis un jeune ingénieur, je suis retourné sur les bancs de l'école, et ce monsieur m'a fait confiance pour faire mon stage de fin d'études. On a travaillé sur les services écosystémiques. Vous voyez que là, j'ai ressorti un article du Sud-Ouest où il était très impliqué sur le label bas carbone, sur les questions de changement climatique et de compensation d'émissions de carbone. Il faisait des ponts quotidiens réguliers avec le monde économique. Il était un vrai, c'est quelqu'un qui avait une idée à la minute et qui était très inspirant. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage. Il nous a quittés la semaine dernière et voilà, il va nous manquer. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je suis vraiment content d'avoir pu effectuer ces travaux avec Simon et Olivier. Vraiment, je vous remercie pour ce travail très riche et ces échanges très intéressants, et comme l'a souligné Simon avec les gens du COTEC. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite avec le replay du webinaire, avec l'article dans Forêt Innovation, et puis avec les sorties en ligne sur notre site cnpf.fr du rapport synthétique par essence sur tous ces travaux. Merci beaucoup, bonne fin de journée à toutes et tous. À bientôt.